C'est en 334 avant Jésus-Christ qu'Alexandre le Grand se lance dans la conquête de la Perse. 2 ans plus tard, il entre en Égypte où il est accueilli comme un libérateur par la population. En un peu moins d'1 an, il réorganise le pays, rassure les nobles locaux, affiche son respect envers les dieux égyptiens, fonde Alexandrie et se fait probablement couronner pharaon. Une fois son pouvoir bien installé dans la région, qui était alors très riche, le conquérant reprend la route de la Perse et soumet tous les territoires jusqu'à l'Inde avant de mourir sans véritable héritier en 323 avant Jésus-Christ. Son empire va alors se disloquer et ses différents généraux vont chacun s'emparer d'une partie de celui-ci. Ptolémée, l'un des plus fidèles et plus populaires des diadoques, obtient l'Égypte. C'est sa dynastie qui, au fil des siècles, va diriger la région et en faire un lieu de rencontre incroyable entre les cultures grecques et égyptiennes, et élever le royaume le plus riche et puissant de la Méditerranée. C'est à l'histoire de ce royaume lagide, qu'on nomme ainsi parce que le père de Ptolémée s'appelait Lagos, que nous allons nous intéresser dans cette vidéo. Globalement, on va se demander comment les rois gréco-macédoniens ont été capables d'imposer leur pouvoir sur une région aussi importante que l'Égypte, mais également comment ils sont parvenus à s'imposer comme les plus grands souverains du monde hellénistique tout entier. Dès 323, toujours avant Jésus-Christ, les différents généraux d'Alexandre, qu'on nomme les diadoques, se réunissent donc pour se partager les différentes régions de l'Empire, officiellement en attendant que son fils nouvellement né ait l'âge de régner. C'est donc lors de ce partage que Ptolémée demande et obtient l'Égypte. Ce choix est très réfléchi, puisque celle-ci est extrêmement riche et que sa position isolée à l'ouest lui permet d'être plus facilement défendable. Entre 323 et 305 avant Jésus-Christ, Ptolémée n'est officiellement que le gouverneur de l'Égypte. Il n'est pas encore roi, mais il utilise intelligemment ce temps afin de se construire une légitimité. C'est une tâche qui n'est pas simple. Il faut comprendre que Ptolémée est gréco-macédonien. Il ne parle pas du tout égyptien, il n'est pas originaire d'Égypte et il n'est pas descendant d'une famille royale. C'est pourquoi il doit se reposer sur d'autres facteurs pour être légitime à régner en Égypte. On peut en citer 3 principaux. D'abord, il se montre comme l'héritier d'Alexandre le Grand. C'est pratique parce qu'aucun homme sur Terre n'a autant de prestige qu'Alexandre à ce moment. C'est avec cette idée que Ptolémée vole littéralement la dépouille du conquérant en 322. Celle-ci devait normalement être ramenée en Macédoine, mais Ptolémée détourne le convoi et fait ramener le corps en Égypte où il lui attribue un tombeau. Le deuxième facteur de la légitimité de Ptolémée, c'est les conquêtes et les victoires militaires. Dès 321, les différents diadoques commencent à s'entre-déchirer pour agrandir leur territoire. Ces très nombreuses guerres permettent à Ptolémée de s'emparer de la Cyrénaïque en 323, de la Syrie et de la Phénicie en 318. En 309, il gagne des territoires en Asie mineure et dans la mer Égée, et en 308, il parvient à obtenir plusieurs places fortes en Grèce. La période est très troublée, et les territoires vont et viennent entre les différents diadoques. Ptolémée gagne souvent des territoires qui lui sont ensuite contestés. C'est le cas de Chypre ou de la Syrie par exemple. Mais ses conquêtes et ses victoires militaires lui apportent tout de même une légitimité certaine. Enfin, le dernier facteur de cette légitimité, c'est l'entente avec les locaux, et principalement avec les nobles et les prêtres égyptiens. Si Ptolémée est accepté par les prêtres, alors il est accepté par la population égyptienne. C'est pourquoi ces derniers sont chouchoutés et ont de nombreux privilèges. En parallèle, bien que Ptolémée fonde un État centralisé, il laisse les Égyptiens être jugés par les lois égyptiennes, tandis que les Grecs sont jugés par leur propre code de loi. Dans ce système, seule la fiscalité est commune pour tous. Ça permet encore une fois de satisfaire chacune des communautés et donc de sauvegarder leur fidélité. Finalement, fort de sa légitimité bien installée, Ptolémée est désormais capable d'installer durablement sa dynastie. En 306 avant Jésus-Christ, Antigone le Borgne, le diadoque qui contrôle une grande partie de l'Anatolie et de ses environs, se fait proclamer Basileus, un titre qui n'a pas vraiment d'équivalent en français, mais qui signifie globalement roi et empereur. En parallèle, Antigone s'attaque à Égypte
Or Ptolémée repousse ce dernier, et pour ne pas laisser le monopole de la royauté à son ennemi, il décide de se faire également nommer Basileus en s'appuyant sur le prestige tiré de sa victoire. Mais la royauté de Ptolémée est originale, parce qu'il ne se limite pas à ce titre de Basileus. Il décide de se faire également couronner pharaon en 304. Encore une fois, il fait ce choix pour s'attirer les faveurs et l'obéissance des Égyptiens. D'autant plus que c'est les prêtres d'Égypte qui appuient ce titre, puisque le pharaon a un rôle religieux important. Quoi qu'il en soit, avec ces deux couronnements, Ptolémée assoit définitivement sa domination et sa dynastie en Égypte. Son objectif est maintenant uniquement de renforcer sa position vis-à-vis des autres royautés hellénistiques, en gros vis-à-vis des autres diadoques et de leurs héritiers. Pour ça, Ptolémée peut compter sur une armée impressionnante. Mais là encore, il faut qu'on s'y attarde quelque temps, parce que celle-ci n'a rien à voir avec celle que l'on peut imaginer aujourd'hui. Dans un premier temps, Ptolémée ne fait appel qu'à des mercenaires gréco-macédoniens pour combattre à ses côtés. Ça lui permet d'avoir une armée très entraînée et très efficace, mais également très chère et peu fidèle. Pour pas se ruiner, il adopte rapidement le système de la clérouquie. Globalement, il engage des mercenaires, mais au lieu de les payer en monnaie directement, il leur offre une terre dans son royaume. Ces clérouques sont toujours des gréco-macédoniens, et en échange de leur terre, ils doivent se battre pour le roi lorsque celui-ci le demande. Ce système s'avère particulièrement efficace pour plusieurs raisons. D'abord, il coûte très peu cher par rapport aux mercenaires. Ensuite, il permet au roi d'avoir à disposition une armée grecque, qui se bat comme les Grecs, et qui lui est entièrement fidèle. Enfin, et c'est sûrement le point le plus important, ce système permet au roi d'implanter des Grecs un peu partout dans son royaume, tout en augmentant sa production agricole, et donc ses revenus issus des taxes. Enfin, tout ça veut dire qu'il n'y a presque aucun Égyptien dans l'armée de Ptolémée. Quoi qu'il en soit, Ptolémée renforce sa position dès sa victoire sur Antigone en 305. Ce dernier est d'ailleurs écrasé par une coalition des Diadoques en 301, ce qui permet à Ptolémée d'affirmer son pouvoir sur la Phénicie et la Syrie, bien que celle-ci lui soit toujours contestée par Séleucos, le Diadoque qui règne désormais sur une bonne partie de l'Asie. À partir de cette année, Ptolémée cherche à avoir la suprématie sur la Méditerranée orientale, en instaurant une véritable thalassocratie. Pour ça, il reprend le contrôle de Chypre en 295, puis de l'ensemble des îles de la mer Égée en 287. Lorsqu'il meurt en 283, il est donc à la tête de l'un des états les plus puissants de tout le pourtour méditerranéen. Ptolémée, en bon roi, a préparé son héritier au pouvoir. Dès 285 et jusqu'à sa mort, son fils Ptolémée II règne sur l'Égypte à ses côtés. Ainsi, dès la mort de son père, personne ne remet en question la légitimité du nouveau roi pharaon. Toutefois, celui-ci a rapidement quelques problèmes à l'extérieur de son royaume. Dès 275, c'est la première guerre de Syrie qui éclate, entre les royaumes lagides et séleucides. On sait très peu de choses sur ce conflit, si ce n'est que l'Égypte l'emporte en 272. Avec cette victoire, Ptolémée II s'empare de nombreuses cités maritimes d'Asie mineure, que ce soit en Lycie, en Ionie ou au nord de la mer Égée avec Samos et Samothrace. Ces prises permettent aux Lagides d'affermir leur position vis-à-vis de la Grèce. Mais cette victoire est gâchée lorsque le gouverneur de Cyrène prend son indépendance et déclare le royaume cyrénaïque. Celui-ci est soutenu par les Séleucides. De plus, lorsqu'Arsinoé II, la femme de Ptolémée II, meurt, le roi relâche sa diplomatie en Grèce à un tel point qu'il ne soutient pas Athènes lors de sa guerre d'indépendance contre la Macédoine en 266, et ce jusqu'à ce que la cité tombe. Peut-être qu'Arsinoé II était derrière la politique lagide en Grèce. Quoi qu'il en soit, les Séleucides profitent de la situation pour engager la seconde guerre de Syrie en 261. Celle-ci s'achève sur une lamentable défaite des Lagides. En 252 avant Jésus-Christ, l'Égypte perd presque toutes ses possessions en Asie mineure, tandis que Ptolémée II offre sa fille Bérénice, accompagnée d'une dot gigantesque, en mariage à son rival. C'était peut-être des réparations de guerre déguisées. La dernière campagne militaire de Ptolémée II vise la Cyrénaïque. Il reconquiert ce territoire entre 250 et 246. À l'intérieur du pays, Ptolémée II s'illustre en agrandissant considérablement Alexandrie. C'est notamment sous son règne que de nombreux monuments sont fondés, dont le phare. Alexandrie devient alors la plus grande métropole de toute la Méditerranée. À son expansion maximale, elle accueille plus de 400 000 personnes et est le centre du monde grec. C'est seulement avec l'âge d'or de Rome qu'Alexandrie sera supplantée.
C'est en 246 avant Jésus-Christ que Ptolémée III est couronné roi et pharaon. Il a alors une trentaine d'années et sûrement une âme de conquérant, puisque, dès l'année suivante, il part en guerre contre Séleucos II, le roi des Séleucides. Officiellement, il déclare la troisième guerre de Syrie pour sauver ou venger, on ne sait pas vraiment, sa sœur Bérénice, qui était la reine de l'Empire séleucide, mais qui a été écartée puis assassinée par Séleucos II. Rapidement, les armées lagides atteignent Antioche, puis libèrent l'Ionie et s'emparent même de Babylone. Ces conquêtes exceptionnelles sont cependant intenables. C'est pourquoi Ptolémée III rentre en Égypte sans défendre ces dernières. Toutefois, le butin gigantesque qu'il a collecté lui permet de s'offrir l'amour du peuple, en apportant des céréales alors que l'Égypte souffrait d'une famine, et des prêtres égyptiens auxquels il ramène des statues sacrées qui avaient auparavant été volées par les Perses. La paix est signée avec les Séleucides en 241 et permet probablement aux Lagides de conserver la Syrie, tandis que la flotte égyptienne reste maître des mers, malgré une défaite face aux Macédoniens pendant la guerre. Par la suite, Ptolémée III range son épée et offre une vingtaine d'années de paix et de prospérité à son royaume, permettant ainsi à l'Égypte d'être plus riche que jamais. En parallèle, il soutient financièrement et diplomatiquement tous les ennemis de la Macédoine en Grèce. C'est sous ce règne que l'Égypte lagide atteint l'apogée de sa puissance et de son prestige. Les prochaines années s'annoncent bien plus compliquées. Le règne de Ptolémée IV est très turbulent. Dès le départ, celui-ci est sous l'influence de son principal ministre, Sosibios. Afin de renforcer la position de Ptolémée IV, Sosibios réalise une véritable purge au sein de la famille royale. L'oncle, le frère et la mère du roi pharaon y perdent la vie. En parallèle, Ptolémée ne s'investit pas vraiment dans la vie politique. Il laisse plutôt son ministre régner à sa place. Or, la situation n'est pas simple. Dès 219 avant Jésus-Christ, les armées séleucides s'avancent à nouveau en Syrie. Sosibios décide alors de réformer l'armée afin de lever des effectifs capables de résister à cette invasion. Ainsi, lors de la bataille de Raphia en 217, l'armée lagide oppose 75 000 hommes aux 68 000 soldats séleucides. Mais un tel nombre n'est pas atteint sans concession. Pour en arriver là, le ministre a dû se résoudre à incorporer 20 000 Égyptiens dans son armée. La bataille est alors remportée par les Lagides, et Sosibios rentre à Alexandrie avec un beau butin, tout en sauvegardant la Syrie. Malheureusement, dès 216, le sud de l'Égypte se soulève contre le pouvoir royal. Cette révolte s'explique par plusieurs facteurs. D'abord, Ptolémée IV est vu comme un roi paresseux, il ne mérite donc pas de régner. Ensuite, l'affaiblissement du pouvoir royal permet aux fonctionnaires de s'imposer et de persécuter les populations. Et enfin, les Égyptiens se sont battus aux côtés des Grecs et ont vaincu d'autres Grecs. Dans ce contexte, qu'est-ce qui les empêcherait de prendre les armes contre leur roi? Ainsi, le sud de l'Égypte se coupe du nord, tandis que les chefs de la révolte se font couronner pharaon. C'est un véritable état qui naît au sud. C'est en 203 que Ptolémée IV meurt. Il laisse alors le royaume dans un état catastrophique à son fils de 6 ans, qui a d'ailleurs été conçu avec sa propre sœur. En Égypte, le mariage entre frères et sœurs était bien vu par les populations locales, mais très mal vu par les Grecs. Les rois lagides se sont donc plusieurs fois mariés avec leurs sœurs, mais ils n'avaient jusqu'ici jamais fait d'enfants avec celles-ci. Quoi qu'il en soit, la mère de Ptolémée V, qui devait assurer la régence, est rapidement assassinée par Sosibios. Le jeune roi va ainsi être contrôlé par ses ministres. Son règne s'avère être un enfer pour le royaume. D'abord, il a affaire à une nouvelle guerre de Syrie contre les Séleucides dès 201. La guerre est clairement remportée par les Séleucides qui occupent toute la Syrie à partir de 198. L'Égypte doit-elle son salut à Rome, une jeune puissance méditerranéenne qui interdit aux Séleucides d'entrer en Égypte. Dans la seconde partie de son règne, Ptolémée V parvient, non sans difficulté, à réunifier l'Égypte face aux pharaons du sud. Le bilan de ce règne est catastrophique pour la royauté. Les Lagides perdent d'abord leur bouclier, la Syrie, tout en récupérant l'ensemble de leur territoire égyptien. Ainsi, le royaume lagide se renferme sur lui-même. Il s'égyptianise, alors que les relations avec les autres États grecs deviennent plus limitées. En parallèle, la royauté a dû faire énormément de concessions au clergé égyptien, qui a une influence énorme sur les populations, pour que ceux-ci ne soutiennent pas les rebelles. Ptolémée V est d'ailleurs le premier roi à se faire couronner pharaon par les prêtres selon le rite égyptien. Ainsi, en dehors d'Alexandrie, l'Égypte redevient égyptienne,
tandis que la royauté se rapproche également de cette culture. De plus, à partir de ce règne, l'Égypte montre sa dépendance envers Rome. Le royaume lagide est désormais incapable de survivre sans le soutien diplomatique de la République. Ainsi, entre 332 avant Jésus-Christ, date de l'accession au pouvoir de Ptolémée, et 181 avant Jésus-Christ, date de la mort de Ptolémée V, l'Égypte a été gouvernée par une royauté exclusivement gréco-macédonienne. Les rois étaient complètement grecs, de culture grecque, qui se mariaient uniquement entre grecs et qui ne parlaient même pas égyptien. Lors de son discours avant la bataille de Raphia, Ptolémée IV a dû utiliser un traducteur pour s'adresser à ses soldats égyptiens. Mais comme nous l'avons vu, ce n'était jusqu'ici pas dérangeant pour les Égyptiens, puisque ces derniers étaient jugés par leurs propres lois et étaient gouvernés justement. De plus, rien ne pouvait entacher la légitimité du roi tant que celui-ci remportait des victoires militaires, rappelait son affiliation avec Alexandre le Grand et contentait la population. Or, tout ça s'effondre avec Ptolémée IV et V. Non seulement les rois échouent militairement, mais le souvenir d'Alexandre est maintenant lointain par rapport à l'époque du premier Ptolémée, tandis que la population est injustement dirigée par des fonctionnaires corrompus. Cette dégradation de la condition royale explique les révoltes en Égypte, puis la faiblesse du pouvoir et la nécessité d'une alliance avec Rome, qui se transformera plus tard en une domination sans partage. Quoi qu'il en soit, les Ptolémées ont judicieusement dirigé l'Égypte pendant plus de 100 ans, faisant de cette région, auparavant soumise aux Perses, le plus puissant des royaumes grecs, tout en faisant d'Alexandrie le phare du monde grec et méditerranéen tout entier.